monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'Europe cocufiée par les États-Unis. Alors que Bruxelles tentait de jouer des coudes dans le dossier ukrainien, les États membres sont mis au banc. Direction l'Allemagne ensuite, où la campagne bat son plein à une semaine d'élections cruciales pour un pays en pleine crise industrielle. Et enfin, un volet judiciaire avec ce très cher BHL qui va devoir faire face à l'appareil judiciaire dans une vilaine affaire de prise illégale d'intérêt. L'Union européenne cocu. Les discussions sur la paix en Ukraine mettent à l'écart Paris, Bruxelles et Berlin, mais aussi Kiev. Explication. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. Des discussions entre Washington et Moscou en Arabie Saoudite, mais l'Europe n'est pas citée. Les déclarations du président Trump jeudi marquent ce qui se profilait depuis quelques jours, voire quelques mois. L'UE et ses États membres, qui ont dépensé des milliards pour la défense de l'Ukraine, sont écartés des négociations. Pire, là où l'Occident européen diabolisait et caricaturait le président russe, Donald Trump défend que son homologue veut la paix. He wants it to end, and that's President Putin said that. He wants it to end. He doesn't want to end it and then go back to fighting 6 months later. We talked about the possibility, I mentioned it, of a ceasefire so we can stop the killing, and I think we'll probably end up at some point getting a ceasefire in the not too distant future. Emmanuel Macron, qui rêvait d'exister dans ce conflit, a mis en garde dans un entretien paru dans le Financial Times vendredi sur une paix qui serait une capitulation, s'interrogeant si Vladimir Poutine est sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable. Au rayon des vœux pieux, le président français insiste sur la nécessité pour les Européens d'être à la table des négociations, invoquant la fameuse communauté internationale et un rôle spécifique pour les Européens. Une revendication logique d'un point de vue continental, mais une demande qui semble avant tout ressembler au chant du cygne d'une diplomatie européenne ratée. Abandonnant leur souveraineté diplomatique d'un côté sans édifier une diplomatie unie de l'autre, les États membres ne pèsent pas en dépit des milliards injectés. Côté Bruxelles, c'est pire ou guère mieux. Donald Trump entretient un profond mépris pour Ursula von der Leyen et selon l'hebdomadaire Le Point, la présidente de la Commission européenne ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la Maison-Blanche. Par ailleurs, l'Allemande aurait pu rencontrer le président américain début décembre avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Paris en France, mais elle a préféré aller signer l'accord avec le Mercosur à Montevideo et cela contre les intérêts de Paris. À ses côtés, l'Estonienne Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante pour les affaires étrangères, est farouchement hostile à Moscou, ce qui ne favorise pas l'inclusion de Bruxelles dans d'éventuelles négociations. Quant aux Allemands, Papa Scholz couine un peu et regrette la mise à l'écart de son pays et de l'Ukraine des négociations, mais ne peut pas faire grand-chose. Le soutien d'Elon Musk aux nationalistes de l'AfD n'est même pas attaqué par l'UE et sa présidente, pourtant allemande. De manière générale, le logiciel atlantiste des élites occidentales se trouve complètement bouleversé par l'arrivée aux manettes de l'administration Trump. Résultat, Bruxelles et les États membres pesaient peu, ils pourraient bientôt ne plus peser du tout. De son côté, l'Ukraine, sorte de victime collatérale d'un jeu qui la dépasse, devrait tirer les leçons plus rapidement que les autres États du continent. Les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky semblent en tout cas aller dans ce sens. Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бесентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим économiques. Les États européens, vaguement évoqués comme partenaires, un discours plus vraiment guerrier, le président ukrainien semble en bout de course. Sa récente interdiction faite à l'ancien président Petro Poroshenko de quitter le pays peut aussi être lue comme un signe de fin de règne. Il convient désormais de regarder la suite sans œillères et se demander quelles relations entretenir avec la Russie. L'hostilité de Bruxelles à la Russie, exprimée notamment par l'eurodéputé Glucksmann, qui menace d'un continent plus en paix dans 2 ou 3 ans, oubliant que le continent n'est aujourd'hui pas en paix du fait de l'Ukraine, mais aussi, on l'oublie trop souvent, de l'occupation de la moitié de l'île de Chypre par la Turquie. Va se dessiner sous nos yeux un nouveau récit sur l'Ukraine. La guerre des si va commencer avec des si nous ne les avions pas aidés, si nous les avions plus aidés, si les démocrates l'avaient emporté, si nous étions entrés en guerre.
Quoi qu'il en soit, l'Europe de Bruxelles, qui a voulu laver plus blanc que blanc, est aujourd'hui la cocu du continent. Demain, le risque peut même être de voir les États-Unis reprendre le commerce avec la Russie tout en profitant de la coupure entre Bruxelles et Moscou. Perdant sur tous les tableaux, l'UE a déjà trouvé la solution et c'est toujours la même. Cette Europe n'a pas marché, il faudra donc plus d'Union européenne. La campagne fédérale allemande frappée de plein fouet par un attentat islamiste. Les nationalistes de l'AfD n'en finissent pas de grimper, mais la partie demeure incertaine. Nicolas de Lamberterie. Plus qu'une semaine, et l'élection la plus importante du continent européen aura lieu, puisque les Allemands seront invités à renouveler leur Parlement, et donc leur gouvernement, le dimanche 23 février à venir. Le contexte de ce scrutin est assez particulier, étant donné que le gouvernement précédent est tombé dès le lendemain de la victoire de Trump, et que l'Allemagne est en récession économique depuis 3 ans, conséquence de l'explosion des prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine, ce qui détruit son industrie, qui était jusqu'alors extrêmement compétitive. Il intervient aussi alors que la problématique migratoire refait surface en Allemagne, qui a connu hier un nouvel attentat à Munich, commis par un demandeur d'asile afghan, faisant une trentaine de blessés. La question migratoire est d'autant plus sérieuse en Allemagne que maintenant que l'industrie est en net recul, l'espérance d'employer tous les migrants arrivés au cours de la décennie écoulée s'évapore à mesure que les usines se déconstruisent. Dans ce contexte, les nationalistes de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, ont le vent en poupe et sont donnés en 2e place dans les sondages, quelques points derrière le centre-droit de la CDU. Cette récente progression de l'AfD a été favorisée par des soutiens internationaux de poids de Elon Musk à Viktor Orban, qui s'était pourtant jusqu'à présent gardé de s'afficher une proximité avec l'AfD. La doctrine officielle du régime Orban concernant l'Allemagne a été profondément modifiée, étant donné qu'il y a 6 mois, en dépit de l'expulsion du Fidesz hors du groupe parlementaire du Parti populaire européen à Strasbourg, mais la consigne en quelque sorte dans le camp du Fidesz restait de ne collaborer avec personne à la droite de la CDU-CSU. Et ça, maintenant, visiblement, ça a changé. Et évidemment, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et la main tendue d'Elon Musk à l'AfD à travers Alice Weidel n'est pas étrangère à ce revirement. Alors, on peut bien entendu, d'une part, y voir un signe de centrisation du côté de l'AfD. Ça a de toute façon toujours été plus ou moins le rôle d'Alice Weidel au sein de cette formation, d'essayer de la rapprocher, disons, des droites respectables et sous-entendu eurocompatibles. Alors, est-ce que ça veut dire que l'AfD va finalement, dans l'espoir par exemple d'une entrée au gouvernement, renoncer à son projet de Dexit, qui est quand même le projet qui a fait naître ce parti, il y a une dizaine d'années, il ne faut pas l'oublier. S'il est vrai qu'à intervalles réguliers, la sortie de l'Union européenne est au programme de l'AfD, la possibilité de le mettre en œuvre reste des plus limitées, étant donné que cela supposerait à tout le moins que l'AfD soit le partenaire majoritaire d'une coalition gouvernementale à Berlin. Selon Viktor Orban, qui s'exprimait ce matin à la radio hongroise au sujet de sa rencontre avec Alice Weidel, nul besoin d'envisager de quitter l'Union européenne, puisque selon lui, elle finira par se déconstruire d'elle-même. Il n'en demeure pas moins que l'opération du rapprochement avec Alice Weidel n'est pas totalement sans risque pour Orban, étant donné que l'AfD est très marginalisée, notamment au sein du Parlement européen, au sein du groupe ESN, le plus à droite de l'hémicycle strasbourgeois. À supposer que l'AfD reste en Allemagne un parti d'opposition, ça veut dire qu'au moment où les Hongrois voteront, dans un peu plus d'1 an, en Allemagne, qui est le pays de tutelle, qui est la métropole coloniale dont dépend la colonie Hongrie, il y aura un gouvernement, un spectre politique comme le spectre actuel, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, totalement hostile au régime Orban. Viktor Orban n'avait toutefois pas une minute à perdre. À peine la réception d'Alice Weidel terminée, il s'envolait pour Dubaï pour rencontrer le journaliste américain Tucker Carlson, un proche de Donald Trump. Maintenant qu'il apparaît clairement qu'en dehors de ses amis politiques, Orban n'a plus de partenaires à Bruxelles, mais uniquement des adversaires politiques, il semble que le Premier ministre hongrois ne s'embarrasse plus de mettre les formes dans ses initiatives et mise tout sur sa relation avec le nouveau pouvoir à Washington. Du côté de Berlin, le chancelier social-démocrate sortant Olaf Scholz, très loin dans les sondages, aux alentours de 15% et au coude à coude avec les Verts, vient de demander la mise en place de l'état d'urgence en réponse aux événements récents d'Ukraine.
Une démarche aux allures désespérées pour sauver sa campagne, mais qui ne devrait pas suffire. Une autre question sera cruciale pour le scrutin du 23 février. Outre les 4 principaux partis, quels autres partis parviendront à franchir le seuil des 5% ou des 3 députés élus au suffrage de circonscription et auront donc un groupe parlementaire dans le prochain Bundestag ? 3 partis semblent flirter avec les 5%. Le parti de gauche populiste de Sarah Wagenknecht, la gauche radicale et woke de Die Linke et les libéraux du FDP. La présence ou non de ces partis au prochain Parlement risque d'avoir un impact majeur sur la constitution du prochain gouvernement, étant donné que la CDU et le SPD espèrent obtenir à eux deux une majorité absolue afin de pouvoir gouverner sans les Verts, particulièrement mal vus à Washington. Une espérance menacée d'une part par la progression de l'AfD et d'autre part dépendant de la présence ou non des petits partis au Parlement. Une chose semble en tout cas acquise. Aussi bien en raison des enjeux internes qu'externes, la campagne électorale allemande sera tendue et incertaine jusqu'au jour du vote. Retour en France avec BHL, le touche-à-tout qui se trouve au cœur d'accusations de conflit d'intérêts avec Arte qui finance ces films que personne ne regarde. Renaud de Bourleuf. Bernard-Henri Lévy se sert, et pas en tarte à la crème. Le philosophe et artiste incompris, sauf peut-être de lui-même, est visé depuis le 5 février par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir utilisé son statut à la tête de la chaîne publique Arte pour financer ses œuvres cinématographiques. Bernard-Henri Lévy est président du conseil de surveillance de la chaîne franco-allemande Arte depuis 1993. Sa longévité à la tête du groupe audiovisuel suscite d'ailleurs des questions que le député LFI Aymeric Caron avait soulevées en octobre dernier. En 2019 et 2024, les statuts du conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Mais un autre sujet était alors mis sur la table. Entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles de Bernard-Henri Lévy ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France, environ 750 000 €. D'abord 200 000 € pour Le Serment de Tobrouk, un documentaire dans lequel il se fait filmer pendant près de 2 heures en Libye. Il montre comment il a servi d'intermédiaire entre Nicolas Sarkozy, alors président de la République, et les opposants libyens à Mouammar Kadhafi, et comment il est allé encourager le Premier ministre britannique David Cameron et le secrétaire d'État américain Hillary Clinton à lancer leurs armées contre le pouvoir libyen. Lors de la sortie de ce documentaire au cinéma en 2012, pas plus de 2500 spectateurs sont allés le voir. Et ce, malgré 6 semaines à l'affiche et un battage médiatique digne d'un film à succès. En 2016, Arte met 250 000 € sur la table pour le documentaire Peshmerga sur l'Irak ravagé par la guerre. Un conflit que Bernard-Henri Lévy avait lui-même soutenu. Seuls 3500 spectateurs vont se déplacer dans les salles obscures pour voir le spectacle. Et Arte remet ça en 2020 avec 200 000 € pour Princesse Europe. Bernard-Henri Lévy fait un tour des capitales européennes pour présenter sa pièce de théâtre intitulée, en anglais comme il se doit, Looking for Europe. Une réécriture de la pièce Hôtel Europe dans laquelle le personnage principal joué par Jacques Weber faisait un seul en scène pour vanter les bienfaits de l'Union européenne. En 2014, le théâtre de l'Atelier à Paris l'avait déprogrammé 2 mois avant la date prévue, faute de spectateurs. Mais Bernard-Henri Lévy, toujours sûr de son fait, décida ensuite de reprendre la pièce, sans Jacques Weber qui a dû finir par comprendre que BHL n'est ni Molière ni Rostand. Le public, de son côté, ne s'y est jamais trompé. Le documentaire Princesse Europe ne rassemble que 500 spectateurs en 2 semaines. Et enfin, en 2022, c'est l'Ukraine qui est au cœur des projets du philosophe aventurier. 100 000 € de la part d'Arte pour un documentaire intitulé « Pourquoi l'Ukraine ?». Cette fois, les distributeurs ne se sont pas risqués à le diffuser dans les salles obscures et le nouveau chef-d'œuvre se contentera d'une programmation à la télévision. Indépendamment de la question des audiences, c'est le possible conflit d'intérêts qui est mis sur la table. Bernard-Henri Lévy a-t-il profité de son poste à la tête de la chaîne publique pour financer ses productions ? De quoi expliquer pourquoi il cherche à se maintenir à la tête du groupe pour produire des œuvres en évitant de trop puiser dans sa fortune personnelle, issue de la vente de la société d'importation de bois précieux africains, héritée de son père. Une fortune estimée à 150 millions €. L'actualité en bref en France. Jean Castex, assis de force dans un commissariat jeudi, l'ancien Premier ministre a été placé en garde à vue puis relâché dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. En 2017, alors qu'il était président de la communauté de communes Conflans-Canigot, dans les Pyrénées-Orientales, il aurait attribué des aides publiques à une entreprise en difficulté par un montage illégal. Selon le parquet, l'enquête se poursuit et il n'y a à l'heure actuelle pas de mise en examen. Assis ou debout, Jean Castex peut pour l'instant boire son café tranquillement. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise.
Punition pour l'élève Delogu. Vendredi, le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, a été condamné à 5 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Marseille pour violence aggravée sur des membres du personnel de l'éducation nationale. En mars 2023, celui qui a abandonné ses 2 enfants avait participé au blocus du lycée Saint-Exupéry dans la cité phocéenne. Une conseillère principale d'éducation aurait reçu des coups de pied de la part du député. L'avocat de Sébastien Delogu a annoncé faire appel. Après Bruno Retailleau, c'est au tour de Laurent Wauquiez d'annoncer sa candidature pour la présidence des Républicains. Le chef du groupe LR à l'Assemblée part cependant de très loin. Une étude d'opinion parue début février donnait ainsi le ministre de l'Intérieur à 37%, loin devant Laurent Wauquiez à 15%, qui se trouvait même derrière Xavier Bertrand à 17 points. Jeudi, les responsables du parti de droite se sont réunis et ont décidé que les adhérents LR éliront leur nouveau président d'ici 3 mois, le 17 mai. D'autres candidatures pourraient émerger, notamment celle du maire de Cannes, David Linard, qui se rêve en Milei à la française. Interdire toujours. Le Sénat a adopté jeudi un texte interdisant les puffs, ces fameuses cigarettes électroniques jetables prisées des adolescents. La proposition de loi émanait des parlementaires écologistes, dont Eva Sass et Sandrine Rousseau, qui avaient démarré cette croisade en novembre 2023. Le texte dit vouloir protéger la santé des plus jeunes et mettre un terme à une production jugée irresponsable et polluante. Rendue attrayante par les goûts originaux proposés, barbe à papa, fruits rouges ou marshmallow, les puffs auront marqué une génération de fumeurs. La Belgique avait déjà interdit la vente de ces cigarettes et le Royaume-Uni devrait emboîter le pas. On imagine cependant assez mal ces États mettre fin au narguilé qui se trouve être assez nocif, mais qui risquerait de vexer un segment électoral peut-être plus dense que les jeunes. Position de hors-jeu pour le président du PSG. Nasser Al-Khelaifi a été mis en examen le 5 février pour complicité d'achat de vote et d'abus de pouvoir dans le cadre de l'enquête visant Arnaud Lagardère, mis en examen en 2024 pour des faits similaires. Nasser Al-Khelaifi est accusé d'avoir influencé le vote de Qatar Holding LLC en faveur de Lagardère lors d'une assemblée générale en 2018, en échange de la nomination d'un diplomate proche du Qatar au conseil de surveillance du groupe Lagardère. L'entourage du président de club nie ces accusations. Cette affaire, qui n'est pas la première impliquant la gestion qatari du club de football, tombe à pic alors que la menace d'un non-règlement des droits TV à la Ligue par son prestataire met en danger l'équilibre financier du football français. L'actualité internationale en bref. Nouveau drame de l'immigration en Allemagne. Un Afghan de 24 ans a foncé jeudi à bord d'une Mini Cooper sur une foule à Munich, faisant 28 blessés, dont plusieurs grièvement. Comme souvent, l'individu se trouvait être connu des services de police, et cela pour des délits de trafic de drogue et de vol à l'étalage. Sa demande d'asile avait été refusée par les autorités allemandes, mais il avait reçu une autorisation provisoire de séjour suspendant son expulsion. Le journal Der Spiegel affirme que l'assaillant aurait publié des messages à tendance islamiste sur les réseaux sociaux avant l'attaque. La situation dégénère en République démocratique du Congo. Au cours de la semaine, la milice M23, soutenue par l'armée rwandaise, a pris le contrôle d'une partie du Sud Kivu. Le mouvement progresse de plus en plus vers le sud depuis qu'il s'est emparé de Goma, la plus grande ville de l'Est du pays, à la fin du mois de janvier. Par ailleurs, environ 80 civils ont été tués lundi soir lors d'une attaque par le groupe armé Codeco au nord-est du pays. Au cœur du conflit se trouve une lutte d'influence avec le Rwanda, avec notamment les terres et les ressources de l'Est du Congo. État de grâce pour Donald Trump qui trouve des alliés même à gauche aux États-Unis. Jeudi, le maire démocrate de New York, Eric Adams, a annoncé vouloir travailler efficacement avec l'administration Trump sur la politique migratoire. Arrivé en 2022 à la tête de la plus grande ville du pays, Eric Adams avait affirmé dès 2023 que New York était submergé par l'afflux migratoire. Désormais, il envisage de remettre en question le statut de ville sanctuaire, un statut qui consiste à appliquer une politique de protection des immigrés en situation irrégulière. Concrètement, les agents de l'ICE, l'agence fédérale chargée du contrôle des frontières et de l'immigration, n'y opèrent pas. Eric Adams voudrait que les agents fédéraux travaillent avec les autorités municipales pour expulser les gangs criminels. Ce soir, tête à clash, et demain dans le Samedi politique, Élise Blaise reçoit l'ancien militaire spécialiste de la gestion de crise Hervé Carrez pour évoquer la diplomatie de Donald Trump sur les questions ukrainiennes et moyen-orientales. Dimanche, cette année-là est terre de mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine et à lundi.